Hello, this is Yo-Yo the French Fry speaking. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Road Trip en Floride. On se retrouve à Naples, sur la côte ouest où on s'était laissé en fin d'épisode précédent. On vient d'arriver et on a visité la fameuse jetée de Naples et on traîne juste un peu dans les quartiers environnants remplis de maisons ultra chic. À Miami, on n'a pas dû voir les quartiers qu'il faut, mais il doit y avoir des trucs dans ce style. Le soleil se couche petit à petit et il est temps d'aller poser nos affaires à l'hôtel. Alors là, j'ai jamais vu un hôtel comme ça. C'est beaucoup dans le canapé. Pas les toilettes. Ah, et encore une fois, je suis là où il y a les toilettes. Mais franchement, tu vas pas venir. Ouais, Des fois, je vais choisir. Maman, il y a quand même un problème. les toilettes. On devrait pas le manger. Ouais, on cherche où? C'est pas à la télé que tu veux savoir. Ah bon? Ouais. Pour manger, vu qu'on veut pas reprendre la voiture et qu'on est dans une zone routière commerciale, on tente un resto juste à côté de l'hôtel, le Waffle House. Sauf que eux, leur spécialité c'est le petit déjeuner. À notre surprise, pas de gaufres et le menu est assez sommaire, mais finalement c'est bon. En fait, c'est ouvert 24 heures sur 24 et ça dépanne surtout les routiers qui passent par là. Sur le retour, vu qu'on n'a pas pris de dessert, on va chez IHOP, une franchise qui propose notamment des gaufres et des pancakes. Un détail, j'avais commandé des pancakes garnis façon cheesecake et j'ai pas du tout eu ça. Mais comme la dame avait pas l'air commode du tout, j'ai rien dit et j'ai mangé mes pancakes banane fruits rouges bien sagement. De quoi bien mal digérer pendant la nuit, et ça tombe bien parce que demain matin on va courir avec mon frère. Ah, c'est le camion. On fait pas qu'il se fasse tourner. Ah, tournez-vous, tournez-vous. Mais c'est pas, il la paye, hein. Ça vous rappelle pas un film ça? Here's Johnny. Fresh blanket. Couverture propre. C'est important qu'elle soit propre. Matin suivant, comme dans les Keys, on essaie de visiter le coin en courant. Problème, c'est pas du tout adapté aux piétons. La zone où se trouve l'hôtel est vraiment très axée sur l'utilisation de la voiture, et rien que traverser un carrefour est une épreuve. Il faut attendre 3 bonnes minutes entières avant que notre feu piéton passe au vert. Non. C'est le bordel. On tourne là. Après avoir longé la 2x3 voies, on finit par trouver un endroit sympa, une espèce de mini-village de luxe ou centre de vacances. J'avoue que j'ai toujours pas compris ce que c'était exactement, ni même si on avait le droit d'être ici. Mais en gros, c'est un joli endroit centré sur le thème des vignes, puisque ça s'appelle Vineyards, vignoble en français, et que les sous-quartiers ont des noms comme Chardonnay ou Pérignon. On atterrit dans les allées d'un grand terrain de golf, ce qui est finalement bien mieux que de devoir jongler entre les trottoirs au milieu des voitures. Il fait beau, il fait bon, bref la sortie fait plaisir. Un petit mot sur l'Interstate 75, cette route que nous longeons. Elle démarre à Miami et du long de ses 2875 km, elle passe par 6 états différents et va jusqu'à Sault Ste. Marie, dans le Michigan, à la frontière canadienne. Après la course, le petit déjeuner s'impose, faudrait pas qu'on meure de faim. Et ici, c'est toujours de la gastronomie fine, bien sûr. Pour la matinée, on reste sur Naples et on va visiter le centre-ville, notamment autour de la 5e avenue, bien plus intéressante et déjà mieux adaptée aux piétons. On fait un tour au Tin City, une espèce d'ensemble de galeries marchandes remplies de petites boutiques. De quoi acheter quelques souvenirs sympas pour ceux qui veulent.
retour, on passe par un Starbucks parce que mon frère a été pris d'une envie d'avoir en main une énorme boisson remplie de glaçons. Et truc sympa, ils ont une carte sur laquelle tu peux mettre une épingle pour dire d'où tu viens. Sauf qu'ils avaient plus d'épingle. Tant pis pour le sud-ouest, on ne sera pas représenté, même si visiblement il y a déjà eu des épingles à cet endroit. Petite visio avec la France, pendant qu'on profite du soleil, puis il est temps de repartir. Un dernier tour dans Naples, entre les palmiers dans les rues chics aux villas surréalistes, et on croise notre tout premier rond-point en Amérique. L'émotion est palpable pour nous petits Français. Quelques 2h30 de route nous attendent, direction le nord. Là, il y a eu un crash. Voilà, c'est un comme ça. Il est où celui-là? Tout est dans la démesure dans ce pays. Nous voilà arrivés à notre nouveau point de chute. Bienvenue à Sarasota, ville au sein du comté du même nom. L'après-midi est loin d'être fini, et après avoir posé nos valises, nous allons visiter la côte. Sur la route, on traverse encore des quartiers bien chics, avec des baraques qui doivent coûter un bras, voire deux. C'est pas mal quand même. Puis c'est à Siesta Key que nous nous retrouvons. Siesta Key, c'est un village, mais aussi une île, pour ça que ça s'appelle Siesta Key, au sein de Sarasota. Ici, tout est assez mignon, il y a beaucoup de bars, de restaurants et de boutiques variées. C'est décontracté. L'île de Siesta Key mesure environ 8 miles de long, soit près de 13 km. L'attraction majeure et quasi incontournable, c'est Siesta Beach, une des plus belles plages de Floride d'après l'ensemble des touristes, mais aussi du panneau disposé à l'une de ses entrées. Cette plage s'étend sur près de 8 miles, soit 5 km environ, et se compose de sable blanc très fin. On a l'impression de marcher sur de la farine. Cette plage est très agréable, super vaste, et tout le monde s'y balade tranquillement, humain comme oiseau. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Il y a des cœurs géants sur la plage, et de loin, on voit un bonhomme de neige. Enfin de sable du coup, mais l'illusion est parfaite avec ce sable. Ouais, un petit arc-en-ciel là. On retourne vers le centre du village par la rue qui longe la plage, et là encore, beaucoup de maisons ou résidences qui font rêver. De retour en ville, on tombe sur une calèche tirée par un attelage de 8 chevaux, et il y a une histoire derrière ça. Ce sont des Clydesdales, des chevaux de la célèbre marque de bière Budweiser. Ils sont mis en scène dans leur publicité et participent à des événements promotionnels.
Ce jour-là, justement, c'est précisément leur passage à Ocean Boulevard, à Siesta Key, pour promouvoir la saison de baseball. L'histoire entre les chevaux et la marque est longue, puisqu'elle remonte aux années 1930 et à la fin de la prohibition aux États-Unis. La prohibition, c'est cette fameuse période pendant laquelle les USA interdisaient tous les procédés liés à l'alcool, de la fabrication à la vente en passant par la consommation. L'effet voulu à l'époque, à savoir réduire la consommation, a mené à l'exact inverse. Bref, ces chevaux sont devenus un symbole de la marque après la prohibition, alors que l'alcool était de nouveau autorisé. Ce soir-là, on choisit un petit restaurant pour clôturer la visite. Nous ne passerons qu'une nuit ici. Le lendemain matin, la route nous attend de nouveau pour la fin du road trip. Prochaine destination, Orlando. Ceux qui savent ce qui s'y trouve savent ce que nous allons faire. C'est notre dernière journée de road trip, car ensuite nous resterons là-bas. Nous avons plus de 2 heures de route devant nous. Pour s'occuper, on essaie entre autres choses de faire klaxonner des camions. Évidemment, celui que je décide de filmer, il est pas très coopératif avec ma nièce. Mieux se manger. Sur la route, on a enfin l'occasion de tester une des marques emblématiques des States et qui nous faisait rêver avec mon frère, Dunkin'. Leur spécialité, les donuts. On se prend une petite boîte pour tester et vivre le rêve américain. Honnêtement, c'est bien meilleur que les donuts qu'on trouve en commerce en France. Tu veux voir ton truc là? La pâte est bien plus riche, moins sèche. C'est américain, c'est gras et sucré, mais c'est bon. C'est bon? Bon. Bien content de cet arrêt, on est fin prêt à atteindre notre nouvelle destination. Quelques panneaux donnent des indices par-ci par-là. Avant de se rendre là où vous savez, quel suspense, on s'arrête dans un centre d'outlet qui propose des magasins de marque, notamment pour y manger un bout. Oui, je sais, on vient de manger des donuts. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? C'est 2 heures du matin, c'est mon casse-dalle de la nuit. On a l'occasion de tester des pizzas à la new-yorkaise, c'est-à-dire généralement avec une pâte fine et surtout de très grandes parts individuelles. C'est plutôt sympa, après c'était sans doute pas les meilleures pizzas du coin dans ce style. Et là, c'est le début des emmerdes. On n'est même pas arrivé à Disney. On a trouvé un magasin déjà. Bon, vous le saviez déjà, mais si on est venu à Orlando, c'est bien sûr pour passer quelques jours à Disney World. Pour les amoureux de Disney, et notamment Disneyland Paris, ici c'est le niveau au-dessus, car il y a plein de choses à voir. On va avoir le temps de bien en parler, car nous restons 8 jours ici, et ça va faire l'objet des épisodes suivants. Nous voici donc officiellement arrivés dans ce royaume enchanté, marqué notamment par le fameux portail qui en signale l'entrée, et que la plupart des touristes filment pour immortaliser l'instant. L'excitation est palpable. Enfin, surtout chez les gosses pour l'instant. Nous avons bientôt passé 24 heures cumulées dans la voiture depuis le début de l'aventure. On s'engage dans une entrée d'un autre hôtel, guidé par le GPS plutôt confiant, mais... With Trumpet of the Hotel. Waouh, quelle prestance! Ici, l'endroit est si vaste qu'il y a des services comme dans une vraie ville, comme les pompiers qu'on peut voir ici, et aussi des moyens de transport dédiés à Disney World, notamment le Skyliner que vous voyez ici, un téléphérique qui relie certains points clés du domaine. On aura l'occasion de l'utiliser plusieurs fois comme vous le verrez. Ça va ici? Nous voilà arrivés autour de notre hôtel, le Caribbean Beach Resort, inspiré par des ambiances tropicales avec des plages et îlots et divisé en 6 villages. Le nôtre c'est Trinidad. Le 3727 à Trinidad Building. Est-ce que vous voyez Trinidad? Trinidad c'est... Trinidad! C'est trop belle mes oreilles. Coucou. Elles sont super moches. Ouais, oh. Coucou. C'est Judy. T'as encore l'étiquette, t'as pas l'air maline. Oh, il y avait une tête de Mickey là-dessus. Et quoi? Une tête de Mickey. Elle marche pas? Hein? C'est sûr qu'elle marche pas? Waouh, oh, la classe. Ouais, la télé. Là, hop, il y a une ici. Attention, recule. Waouh. Ah, genre là.
Ils ont plié les serviettes avec la forme des têtes de Mickey. Voilà notre chambre pour les 8 ou 9 prochaines nuits. L'espace est optimisé, mais c'est franchement confortable. Bon, c'est optimisé, hein, l'espace. Il y a 2 lavabos. Maman, 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 Il y a du thé. maman, ses cheveux. Maman, maman, Voilà quoi. maman, maman, maman. Comme là, dans la Ouais, c'est fait pour. Hein. Oh mon dieu. La classe à Dallas. Mais c'est trop stylé ça. Oh, il y a Polo Show. Trop la classe. Il paraît que c'est très fréquent de trouver une Bible dans sa chambre d'hôtel aux States, et si on n'a pas vérifié dans tous les hôtels, ça se vérifie ici. Mais prends la valise. Sois gentil. Hein. La mission chambre accomplie, la prochaine consiste à aller chercher nos cartes d'accès pour les parcs. C'est la chose la plus importante car sans ça, pas de parc. Nous profitons de l'ambiance caribéenne autour de l'hôtel et nous nous dirigeons vers Port-Royal où réside l'accueil principal où nous attendent nos cartes. T'entends, c'est Titanic Mickey. C'est le Titanic de Mickey. C'est Titanic qui coulait. Mais il est vivant. Il est un minuscule. Le Graal enfin en main, nous sommes officiellement des guests, le terme populaire pour désigner les clients dans les parcs Disney. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire avant de pouvoir entamer l'aventure Disney, c'est rendre notre fabuleuse voiture. Mais d'abord, il faut quand même la nettoyer, car le passage dans les Everglades a littéralement laissé des traces. On essaie de passer par un car wash géré par des Mexicains qui nous annoncent un tarif à plus de 60$, alors on se rabat sur un car wash automatique qui nous offre une expérience bien plus fun et pour bien moins cher. C'est donc parti pour quelques minutes un peu stressantes en immersion dans la voiture en train de se faire refaire une beauté. Je veux pas mourir moi. Hein. Si on ressort dégueulasse, ah, le dessus. Ah, ça va être épique. Ah, j'ai l'impression qu'on la reste. Nous rendons la voiture à la société de location après plus de 24 heures passées à son bord et presque 1300 km parcourus avec une conso moyenne de 10,3 litres au 100. T'es en train de faire une vidéo ou quoi? Ouais, la voiture elle est partie. C'est triste un peu. J'ai mangé un peu quand même. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Vous nous saoulez Salut avec les ça. gars. C'est pied au plancher que notre taxi nous emmène vers un autre moyen de transport qui va nous permettre d'atteindre enfin un des parcs de Disney World. Ce transport, c'est le monorail, un train aérien qui dessert 6 stations via 3 lignes. Créé en 1971, il n'a jamais cessé d'être utilisé depuis et relie essentiellement 2 parcs entre eux ainsi que quelques hôtels. Ce sont en moyenne 150 000 voyageurs qui l'empruntent chaque jour en faisant le 3e monorail le plus utilisé au monde. Nous voyons au loin des édifices emblématiques et surtout le plus célèbre, le château de Magic Kingdom. C'est notre destination pour ce soir, histoire d'entrer de façon très classique dans l'ambiance et commencer à vivre la magie Disney. Bien joué. Il faut aller derrière, Zoé.
je m'attends. Non mais appelle ta tête hein. On y est. J'ai pas les bras assez grands. Bienvenue à Disney World, the most magical place on earth, Bienvenue ici. où les enfants, mais aussi les adultes, s'extasient devant d'autres adultes déguisés en peluches géantes, où le moindre truc comestible coûte un bras, et où tous les univers créés ou détenus par Disney se côtoient. On y est. Ici, c'est Magic Kingdom, le tout premier parc Disney en Floride. Rappelons que le tout premier parc Disneyland a été créé en 1955 en Californie, et qu'ici, c'est le second, ouvert en 1971, 16 ans plus tard, et peu de temps après la mort de Walt Disney. Ce fut sa dernière œuvre, bien qu'il ne l'ait pas vu naître. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique un truc. Vous avez peut-être déjà entendu dire que Walt Disney World fait la taille de Paris. Oui, mais faut nuancer, car tout le monde s'imagine qu'on se balade dans un parc géant qui fait la taille de Paris. Vous imaginez si c'était vraiment ça ? En fait, après l'ouverture de son premier parc en 1955 à Anaheim en Californie, tonton Walt s'est rendu compte qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait à l'extérieur du parc, et que des restaurants et motels bon marché commençaient à manger du terrain à ses abords. Comme il ne possédait qu'une parcelle limitée de terrain, n'importe qui pouvait construire autour du parc. Peu à peu, il s'est donc retrouvé un peu à l'étroit. Lorsqu'il a conçu Walt Disney World en Floride, à la fin des années 60, Disney a souhaité acheter une étendue beaucoup plus grande pour rester maître des lieux et pouvoir répondre à la future demande d'expansion de son monde. Pour que ce soit plus clair pour vous, rien ne vaut quelques chiffres et images qui vont bien vous parler. En Californie, le domaine dédié à Disneyland premier du nom s'étend sur 100 hectares, c'est-à-dire 1 km². En Floride, le domaine s'étend sur 11 000 hectares, 110 km². C'est 100 fois plus que le Disney originel. C'est un peu plus que la superficie de Paris et un peu moins que la superficie de Toulouse. Évidemment, ça ne représente pas la taille des parcs uniquement, mais du domaine entier possédé ici par les sociétés de Disney. Techniquement, ils peuvent construire ce qu'ils veulent sur cette superficie. Des parcs, hôtels, zones commerciales ou des bureaux, entre autres choses. C'est d'autant plus facile qu'à la base, toute cette étendue était essentiellement constituée d'orangeries et de marais. Tout à l'heure, on a vu le Skyliner, on a vu qu'il y avait des bus, des taxis, c'est pas pour rien. Ces moyens de transport permettent de créer un réseau entier de déplacements. Ici, nous sommes dans un vrai petit monde, Walt Disney World, le monde de Walt Disney. Ce domaine comprend 4 parcs principaux que nous allons découvrir au fil des vidéos, et si on compte juste leur superficie à eux, on atteint quand même 410 hectares, soit 4 km². Retournons à nos premiers pas dans Magic Kingdom. Ce qui est saisissant pour nous qui avons été de nombreuses fois à Disneyland Paris, c'est que ce parc-ci est très similaire au nôtre. La disposition des zones est la même, avec quasiment les mêmes attractions aux mêmes endroits. Et le centre du parc, qui sert de repère visuel, comme à Paris, c'est le château. Après une semaine passée en Amérique pour la première fois, on a l'impression d'être de retour dans un lieu familier, comme si on était revenu en France, pourtant on n'a jamais mis les pieds ici. La magie opère déjà. Évidemment, la différence majeure avec la France, c'est que tout le monde parle anglais. Pour cette première soirée, on se balade sans plan précis, profitant des zones d'Adventureland et Frontierland. Après un petit repas sous la forme d'un lobster roll, c'est-à-dire une espèce de hot dog au homard, direction une attraction que tout le monde avait envie de faire, sauf moi, car je m'en suis lassé très vite à Paris, c'est le manoir hanté. En vrai c'est sympa, c'est calme et reposant, et il y a de belles ambiances horrifiques. C'est juste que c'est loin d'être une de mes préférées, et pour une raison que j'ignore, c'est une de celles que les autres adorent. Mais chacun ses goûts. En sortant, on constate qu'il y a des feux d'artifice qui font partie du spectacle qui se déroule chaque soir à 20h pour célébrer les univers majeurs de Disney. Ce spectacle mêle plein d'effets, notamment des projections sur le château, avec un medley de morceaux iconiques issus des dessins animés et films de la firme aux grandes oreilles. On fait l'impasse sur le spectacle, profitant du fait qu'il attire un grand nombre de guests qui du coup ne sont pas présents dans les files d'attente, et ça nous arrange bien. Car ne pas attendre plus d'une demi-heure pour une attraction, c'est pas si fréquent ici.
Direction le train de la mine pour un ride nocturne dans une ambiance de western. T'entends tellement qu'il allait vite le manège et j'ai sauté. Jusque-là, on ne fait que des attractions qu'on connaît déjà, puisqu'on les a aussi en France, et qu'elles ne diffèrent pas beaucoup. Pareil pour la prochaine attraction, puisqu'on va chez un certain Jack. Il y a de l'eau partout. À la sortie, comme un certain nombre d'attractions, on trouve des produits dérivés, et c'est pas toujours franchement donné, comme ce fouet Indiana Jones, rien à voir avec Pirates des Caraïbes en effet, qui coûte 50 $. Ici, c'est Jungle Cruise, une attraction qu'on n'a pas en France. Celle-ci propose de faire une virée en bateau dans la jungle. Rien de très sensationnel, l'attraction est ancienne, basée sur celle créée dans le parc de Californie en 1955, et propose de découvrir tout un tas d'animaux de la jungle qui mettent le bazar dans les campements. Petit plus sympa et qui ajoute de l'originalité, le guide qui pilote notre bateau et nous commente la visite fait des jeux de mots quasiment à chaque phrase. La soirée passe vite et le parc ferme bientôt. On termine en passant par des boutiques sur Main Street. C'est l'occasion de repérer des articles qui nous plaisent et surtout pour les filles de craquer pour des sacs à dos magiques qui ont le pouvoir de faire fondre les économies bancaires de leurs parents. Et voilà que se termine la soirée dans le bus en chemin vers notre hôtel, avec la fatigue qui se fait sentir après cette journée bien remplie. Première nuit à Disney, et ça c'est pas désagréable. Matin suivant, petit déjeuner simple mais efficace à l'hôtel, puis direction le Skyliner pour rejoindre un nouveau parc. Le Skyliner, c'est un des nombreux moyens de transport de Disney World, tels que les bus, bateaux ou le monorail, et c'est le plus récent, inauguré en 2019. Le Skyliner relie certains hôtels, notamment le Caribbean Beach Resort, à deux parcs, Epcot et celui où nous allons aujourd'hui, les Hollywood Studios. Chaque cabine a son propre thème, basé sur un dessin animé ou film Disney. Nous voici donc à l'entrée de notre second parc, mais le troisième à avoir été créé en Floride en 1989. Tout comme Magic Kingdom, Hollywood Studios est un parc que nous avons à Paris, mais celui-ci n'est pas parfaitement identique à sa version américaine. Il y a des zones un peu différentes, des attractions que nous n'avons pas en France, et à l'inverse en France nous avons aussi des attractions exclusives comme RC Racer, et des zones qui n'existent pas non plus en France. L'ambiance générale à l'entrée est malgré tout similaire, avec l'allée principale rendant hommage à l'âge d'or du cinéma des années 30 à 50. Très vite, on se dirige vers la Tour de la Terreur, qui attire naturellement notre regard. Elle fait partie des incontournables pour nous, on ira un peu plus tard. En attendant, on explore un peu le parc, et on constate que le rock'n'roll est fermé pour travaux, dommage car celle-là on l'aime bien aussi. Un peu plus loin, on se console en allant voir un spectacle Cars, mais il faut avouer que c'est un peu... mouais. Après ça, on se dirige tranquillement vers un autre univers, en croisant Donald au passage.
Nous voilà devant Star Tours, encore une attraction qu'on a chez nous en France. Mais ici, l'extérieur est un peu plus imposant avec un des fameux TBTT, transport blindé tout-terrain, qu'on a découvert pour la première fois en 1980 dans l'Empire contre-attaque. L'intérieur est ensuite identique à l'attraction qu'on connaît, tout comme le ride qui propose plusieurs scénarios assemblés de façon aléatoire pour nous plonger dans une aventure 3D immersive à bord d'un vaisseau spatial. C'est une valeur sûre chez Disney qui donne de bonnes sensations et qui est adaptée à la fois aux adultes comme aux enfants. Après ça, on assiste à un spectacle de cascade Indiana Jones. J'ai filmé que le début, qui est peut-être la partie la moins spectaculaire, surtout du fait que la fameuse boule géante à laquelle Indy essaye d'échapper ne s'est pas déclenchée cette fois, donc la séquence est un peu moins folle. Mais le reste du spectacle est très sympa, avec des explosions, des cascades avec des véhicules et des combats. On continue de se balader un peu et on se dirige assez vite vers une des zones qui m'intéresse le plus dans ce parc. Pour y aller, on passe par un quartier qui propose des restos italiens et un spectacle 3D sur le Muppet Show, spectacle qu'on fera et qui est plutôt sympathique, même si vieillissant. Voici la zone tant attendue ici, Galaxy's Edge, comprenez la bordure de la galaxie, la zone dédiée à Star Wars. Je fais un passe pour le con. Ouverte en 2019, elle regorge de décors et détails en tout genre. C'est assez excitant quand on est fan de Star Wars. On peut y voir des X-Wing, des TIE Fighters, plein d'objets et créatures issus de la saga, bref, c'est difficile de savoir où donner de la tête. Même les toilettes sont spéciales. Comme dans tous les parcs, on peut tomber sur des personnages particuliers, que ce soit des Stormtroopers comme ici, mais aussi des personnages plus importants comme par exemple Boba Fett, Chewbacca ou Rey. Chose encore plus excitante peut-être, c'est le vaisseau le plus emblématique de la saga, le Faucon Millennium, qui est là, en tôle et en boulon, palpable. Une attraction y réside, mais on la fera dans quelques jours, j'en reparlerai en détail. L'ambiance dans cette zone est vraiment bien maîtrisée, ça grouille de recoins et de détails en tout genre. C'est vraiment chouette. À la sortie, on se retrouve dans l'univers Toy Story et on va y tester une attraction. J'espère que c'est bien parce que pour la vie, Ouais, 50 minutes. Bonjour. Pour l'instant, hormis Cars qui était pas ouf et Star Tours qu'on connaissait déjà, on n'a rien fait d'autre. Peut-être qu'ici on va avoir des sensations.
Place au repas de midi. C'est au Sci-Fi Dining Theater qu'on se retrouve, où on peut manger à l'intérieur d'une voiture devant un écran géant, comme le faisaient les Américains à partir des années 30 et surtout dans les années 50 et 60. Hi guys, welcome. Évidemment, ici, on n'est pas dans des vraies voitures. Par contre, sur l'écran sont diffusés des extraits de programmes des années 50, des trucs bien vieillots à base de monstres géants et autres bizarreries. Le repas est assez sympa, mention toute particulière au cheesecake que j'ai pris en dessert, très beau et très bon. En sortant, on marche un peu pour digérer, de toute façon ici on marche tout le temps, les journées finissent souvent à 20 000 ou 30 000 pas et on a mal aux pieds. Quelques petites photos avec Daisy pour alimenter petit à petit le catalogue des personnages rencontrés, puis il va être grand temps d'aller sur une des attractions les plus populaires ici. Après être passé du côté de Star Wars, ma nièce n'a pas pu résister à s'acheter un gros goût tout mignon, son nouveau meilleur ami pour les prochains jours. Les choses sérieuses commencent, on va enfin faire une des attractions qui propose de grosses sensations. Bienvenue dans un hôtel entouré d'une aura de mystère, la Tour de la Terreur. Une famille a été victime d'un accident en 1939, la nuit d'Halloween. Frappé par la foudre, l'ascenseur dans lequel il se trouvait aurait été transporté dans la 4e dimension. Depuis, de nombreuses personnes sont victimes tous les jours de cet hôtel. Une ambiance d'horreur plane dans les couloirs. Bon, un aspect un peu moins fun, c'est qu'il y a systématiquement plus d'1 heure d'attente dans cette attraction, et ça peut monter à 2 voire 3 heures dans les pires moments. Nous voilà en place, il est temps de vivre l'expérience. One stormy night long ago, 5 people stepped through the door of an elevator. That door is opening once again. This time, it's opening for you. Wesh, elle avait raison. You are about to discover what lies beyond the 5th dimension, beyond the deepest, darkest corner of imagination, in the Tower of Terror. Two hours later. A warm welcome back to those of you who made it. The next time you check in with the deserted hotel at dark side Hollywood, make sure you know just what kind of vacancy you're filling, or you may find yourself a permanent resident of the Twilight Zone. Bien content de cette expérience, on sort avec un appétit renouvelé. Pendant que ma nièce parle au canard, Nathalie se prend un funnel cake. On peut résumer ça à une galette constituée de pâte à beignets ou à churros, recouverte de plusieurs toppings. La base est écœurante, honnêtement c'est pas le dessert le plus intéressant. La journée commence déjà à toucher à sa fin, et on se dirige de nouveau vers Magic Kingdom pour y passer la soirée, car c'est le parc qui ferme le plus tard de tout Disney World. Ça permet donc de prolonger les journées. L'épisode touche déjà à sa fin, mais évidemment l'aventure continuera dans le prochain. Au programme, 2 parcs totalement nouveaux pour nous à découvrir, et tout plein d'attractions à faire, certaines vraiment fortes en sensations ou en magie. On se retrouve donc très bientôt dans l'épisode 4 pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de garder la frite, à la prochaine!